Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le Musée de Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes et le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes pour leur soutien à cette journée d'études. Et je tiens également à remercier Alice Ensabella, Paola Barrero-Lopez et Sophie Bernard pour leur direction scientifique et bien pour l'opportunité de placer la collection Magnani Rocca dans un contexte plus large. À mon avis, le thème de cette journée d'études est très important dans le domaine culturel de notre époque. Et c'est donc un grand plaisir d'échanger des idées sur de nombreux exemples de l'entrecroisement des intérêts privés et publics dans le monde de l'art. Alors, mon sujet d'aujourd'hui est le pouvoir des collectionneurs privés et leur influence sur les musées publics dans un contexte contemporain. Comme nous venons d'écouter, on sait bien que les noms des collectionneurs privés sont indissociables de l'identité de beaucoup de grands musées du monde entier. Il existe des musées dont ce qui fut la propriété d'un individu forme la base de la collection permanente, les musées Isabella Stewart Gardner, Morgan et Frick, entre autres. Mais la plupart des grandes collections nationales ont aussi leurs origines dans les expressions du goût et de l'argent privé, y compris les maisons royales, les musées du Prado, le Louvre, les galeries Uffizi, par exemple. Et les noms des industriels et les hommes d'affaires sont aussi étroitement associés aux origines des collections dans les institutions publiques. On peut penser à la Galerie nationale de Londres, par exemple, qui s'est développée à partir de la collection de John Julius Angerstein, ou bien les musées Pouchkine et l'Ermitage, où l'on trouve les collections de Sergei Choukhine et d'Ivan Morozov. Dans ces cas, la propriété privée devient propriété publique et le monde privilégié de l'art semble devenir un petit peu plus démocratique. Mais j'insiste ici sur le mot « semble », parce que les structures économiques qui ont permis ces acquisitions d'art sont restées largement intactes malgré la création des musées publics. Même de nos jours, on cite souvent les exemples de mécénat historique pour justifier l'existence du pouvoir culturel parmi des personnes à valeur nette élevée. Mais cette analogie est mal ciblée parce qu'elle nous mène à justifier le prolongement d'une influence culturelle qui est fondée sur l'inégalité. Quels sont donc les dangers de renforcer les concordances entre les rôles historiques et contemporains des collectionneurs privés? Est-ce que des Médicis modernes ont vraiment un rôle à jouer dans nos musées contemporains? Et quels sont les enjeux de l'imbrication du privé et du public pour l'évolution de l'idée même du musée? Si les conservateurs créent des histoires culturelles en acceptant les dons et en faisant des choix dans l'accrochage des œuvres d'art, ils doivent garder la capacité de communiquer une vue critique et indépendante sur la genèse des collections pour pouvoir équilibrer les intérêts enchevêtrés, mais souvent contradictoires, des publics, des artistes et des collectionneurs. Et je voudrais donc creuser certaines de ces contradictions aujourd'hui. Alors, nos discussions se déroulent dans le cadre de la collection Magnani Rocca. C'est un précédent qui aide à ouvrir un débat sur la gamme de récits dont on peut se servir pour construire les histoires de l'art. Cela implique non seulement l'appréciation de la genèse, du contexte ou du style des œuvres elles-mêmes, mais aussi une connaissance du rôle que les objets d'art jouent dans les relations personnelles. Dans son livre de 2013, Les stars de l'art contemporain, Alain Quemin s'interroge sur la starisation des personnalités du monde de l'art. Son étude ne porte pas seulement sur les artistes, mais aussi sur les galeristes et les méga collectionneurs, des gens comme Larry Gagosian, par exemple, ici avec Jeff Koons, qui figurent typiquement dans les listes qui prétendent classer les individus les plus influents dans le domaine culturel. Larry's List, The Art Power 100, par exemple. Des listes qui aident à créer des célébrités culturelles dans l'imaginaire public. Mais si les collectionneurs ont souvent aidé à créer des artistes, c'est les collectionneurs qui sont devenus de plus en plus importants en tant que tels au XXIe siècle.
Dans un livre de 2015, Franz Schultheiss, Erwin Singler, Stefan Egger et Thomas Marzorana ont étudié la dynamique sociale d'Art Basel. En observant les soirées privilégiées et les relations entre les collectionneurs et les galeristes, ils ont tiré la conclusion que, et je cite, « les consommateurs de l'art ont dépassé les producteurs et sont maintenant à l'avant-scène du monde artistique ». C'est une idée qui a été concrétisée 1 an plus tard par le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg dans le cadre d'une exposition intitulée « L'œil du collectionneur ». C'était un événement dédié aux collectionneurs contemporains qui étaient liés à la ville ou à la région et qui avaient une histoire avec le musée en tant que donateurs, déposants ou ambassadeurs. Les organisateurs de l'exposition ont noté les tensions potentielles qui s'ensuivent dans le cadre d'une institution publique dont la collection est, et je cite, « l'objet d'échanges entre une multitude d'acteurs qui garantissent le bon usage des deniers publics et entre ad vitam aeternam dans le patrimoine collectif. Ces ensembles d'œuvres issues de choix personnels sont à lire comme autant de portraits en creux de leurs créateurs, ouvrant l'hypothèse de la collection comme l'expression d'une forme d'art à part entière. » Ce que je trouve intéressant dans cette description est premièrement l'importance accordée aux personnalités des collectionneurs. On est invité à apprécier des portraits des individus à travers leurs acquisitions. Et deuxièmement, la proximité entre l'institution et l'individu. Les conservateurs accordent une grande importance aux inspirations réciproques et aux regards complémentaires. Dans un article du journal Le Monde, Philippe Dargen a suggéré que l'exposition montrait le profil des collectionneurs essentiellement bons. Ce sont des gens qui désiraient construire des collections cohérentes, qui ne suivaient pas la mode et qui n'étaient pas motivés par la promesse de bénéfices financiers dans leur acquisition de l'art. Dargen mettait aussi l'accent sur l'idée que ces individus allaient probablement laisser leurs œuvres au musée. Rendre hommage à ces collectionneurs n'était donc ni tout simplement un acte de justice, ni un discours critique de la part de l'institution, mais plutôt l'évidence d'une certaine perspicacité politique. Mais ce qui m'intéresse dans cet exemple est l'invitation qui est adressée au public et ce que le musée lui-même mettait en valeur en réalisant une telle exposition. Qu'est-ce qu'on voyait exactement? Les visiteurs étaient invités à occuper provisoirement l'imagination du collectionneur, à comprendre une gamme de préférences et de motivations privées. Il ne s'agissait donc pas d'une starisation de l'artiste, mais du collectionneur, ou de manière plus cynique, d'un certain pouvoir d'achat. Cela soulève la question: quel est le vrai centre d'intérêt d'un musée? Les œuvres d'art, les biographies sociales des objets, ou l'histoire de l'argent et des goûts des collectionneurs privilégiés? C'est une question que les Guerrilla Girls ont posée avec insistance ces dernières années avec le projet intitulé History of Wealth and Power, qui se sont déroulés avec et autour de plusieurs musées publics. Dans leur code de conduite montré ici devant le Metropolitan Museum of Art à New York, un lien est établi entre les dons des collectionneurs privilégiés et la création des collections publiques qui sont déformées par le marché et par la vision du monde de groupes puissants. On pourrait bien rétorquer que c'est bel et bien le rôle d'un musée d'éclairer des multiples histoires qui s'entrecroisent et se compliquent. Si on comprend mieux la contribution de l'art ou même de l'argent à l'évolution des goûts changeants de la société, on met en évidence à grande échelle les tendances des valeurs culturelles et plus intimement les relations entre individus. Les œuvres que Pablo Picasso a données à Guillaume Apollinaire, par exemple, témoignent non seulement des relations étroites entre deux amis, mais aussi du travail critique d'Apollinaire. Le poète a aidé à créer un marché pour l'art de Picasso et a été récompensé pour ses efforts et pour son soutien moral. Pour les publics contemporains,
Une exposition des dessins et peintures qui faisaient partie de la collection privée d'Apollinaire pourrait donc révéler une histoire complexe et intéressante. Alors, si un musée présente de telles histoires à travers des objets, où est le mal? Je voudrais approfondir deux problèmes potentiels autour de l'exposition des collections privées dans le cadre des institutions publiques. Les tensions qui naissent du contrôle du patrimoine public et le clientélisme et l'érosion de la confiance du public dans les institutions culturelles. Alors, on cite souvent, comme je viens de le faire, des exemples historiques de mécénat quand on examine des relations entre des collectionneurs privés et des musées publics. Mais on vit aujourd'hui dans des conditions sociales qui diffèrent sensiblement de l'âge d'or new-yorkais de la fin du 19e siècle, par exemple. De plus, nous nous trouvons face à un marché de l'art de plus en plus mondialisé qui met l'accent sur la valeur de l'art contemporain, un domaine où les élites internationales se mêlent et où l'art est devenu presque un placement. Dans le monde international de l'art contemporain, des individus ont souvent plus d'argent que les musées et peuvent en conséquence acquérir des œuvres qui sont hors des moyens des institutions publiques. Mais un legs important a le potentiel de changer le caractère d'un musée et donc de privilégier une histoire particulière de l'art. On peut penser par exemple à l'impact de la collection Doris and Donald Fisher, cofondateurs des magasins Gap, sur le musée d'art moderne de San Francisco. Les Fisher ont siégé au conseil d'administration du musée et ont établi un partenariat avec l'institution en 2016. Selon l'accord entre le musée et les Fisher, leur collection de plus de 1000 œuvres doit être exposée pendant un siècle dans une aile du musée que les Fisher ont aidé à financer. Le musée doit aussi organiser un certain nombre d'expositions monographiques tirées de la collection et une proportion des œuvres doit rester visible en permanence dans l'aile choisie du musée. La collection Fisher se concentre sur un modernisme anglo-européen assez traditionnel et comprend des noms célèbres, Alexander Calder, Louise Bourgeois, Ellsworth Kelly, William Kentridge et Andy Warhol, entre autres. Des critiques ont noté le manque de diversité dans la collection et l'histoire unidimensionnelle du modernisme qu'elle raconte en conséquence. En tant que conservateur, il serait difficile de renoncer à un tel don pour un musée. En tant que membre du public, en revanche, il est légitime de demander pourquoi un couple riche a le pouvoir de déterminer le contenu d'une telle institution et donc l'histoire qu'elle raconte. L'imbrication des intérêts privés et publics est fréquente dans le domaine culturel aux États-Unis, où on trouve aussi un grand nombre de musées privés. Mais l'influence de François Pinault est un bon exemple de ce phénomène en France. On sait que le collectionneur est en train d'ouvrir son propre musée aux Bourses de Paris pour présenter son impressionnante collection d'art moderne. Mais l'influence de Pinault s'étend au-delà de cette initiative. Des commentateurs ont remarqué que ce collectionneur a exercé une influence sur la sélection des artistes pour des expositions au château de Versailles, Jeff Koons, Takashi Murakami et Li Wu-fan, entre autres, et au Centre Pompidou. Dans les deux cas, des expositions ont été dédiées aux artistes préférés du collectionneur. Le Centre Pompidou a montré une exposition de Jeff Koons en 2014-2015 et de Tadao Ando en 2018, l'architecte qui a conçu les plans des musées Pinault à Venise et à Paris. Dans les cas que je viens décrire, les visiteurs du musée ne fréquentent pas seulement un espace culturel, mais aussi un champ d'activité économique. Si les institutions publiques ont une obligation envers la population, on a le droit de s'interroger sur l'extension du goût privé dans cette sphère publique. La question est simple. Qui a le droit de déterminer les histoires culturelles dans un État moderne et libéral? Si les institutions publiques laissent le pouvoir aux intérêts privés, on risque d'écrire une histoire qui reflète essentiellement les intérêts intellectuels
sociale et esthétique de l'élite. Selon la galeriste Martha Kneip, les personnes les plus fortunées sont le moteur du marché d'art contemporain. Dans son livre The Shift de 2015, elle identifie des changements dans l'acte même de collectionner. Selon Kneip, la plupart des collectionneurs cherchent aujourd'hui une satisfaction immédiate, à l'opposé de la lente accumulation de capital culturel qui était typique dans le passé. C'est une idée qui est corroborée par l'inclusion d'informations financières sur les artistes et sur les sites Internet des principales maisons de vente aux enchères et dans les communications des galeristes. Si l'art est devenu un placement, on rencontre un deuxième problème. Et c'est l'instabilité des prêts au musée. Récemment, cette instabilité a été manifeste dans le cadre du musée privé. Et je pense ici au musée fondé à Los Angeles par Paul et Maurice Marciano, les cofondateurs de la marque de mode Guess. La Fondation Marciano a ouvert ses portes en 2017 avec un grand gala. Sa collection était composée d'œuvres modernes et contemporaines portant des noms familiers, Yayoi Kusama, Ugo Rondinone, Cindy Sherman, entre autres. Mais en 2019, le musée a fermé soudainement. La raison présumée est que les employés du musée avaient l'intention de se syndicaliser. Mais les faits restent mystérieux. Cette fermeture pose la question du rôle d'un musée dans la société. Soit c'est un élément permanent du patrimoine, soit c'est un objet de vanité. Ce qui est important et troublant dans cet exemple est que le paysage culturel d'une ville peut changer radicalement selon les caprices de deux individus. Mais on pourrait objecter que la Fondation Marciano n'était jamais un musée dans le sens habituellement donné à ce mot. Deux individus ont simplement ouvert une vitrine pour exposer une collection privée qui restait à leur disposition personnelle. Cela serait sans doute un argument un peu naïf, mais on peut accepter néanmoins l'existence de tensions dans un tel cas entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Mais ce danger ne se limite pas au cadre privé, et les visiteurs ne sont pas toujours conscients du grand nombre d'œuvres dans les institutions publiques qui restent effectivement la propriété et donc sous le contrôle des particuliers. En 2015, Georg Baselitz a indiqué son opposition aux lois de protection culturelle qui venaient d'être introduites en Allemagne. Il s'agissait essentiellement d'une interdiction de la vente des œuvres de plus de 50 ans d'une valeur dépassant 150 000 € sans un permis. Pour protester contre cette loi, Baselitz a retiré toutes les œuvres qu'il avait prêtées à long terme au musée allemand, y compris la Pinakothek der Moderne à Munich, l'Arbetinum à Dresde et les Kunstsammlungen Chemnitz. Un exemple plus compliqué est l'histoire de la collection Stechlin, qui faisait partie des collections du Kunstmuseum de Bâle et du Musée d'art moderne, Musée d'art et d'histoire à Genève. L'héritier de la collection, Rudi Stechlin, a retiré des œuvres de ces musées en 1997 pour protester contre des lois unidroits, une mesure destinée à freiner le trafic illicite des biens culturels. Une grande partie de la collection a été transférée au musée Kimball à Fort Worth, aux États-Unis, où elle est restée jusqu'en 2002. Plus récemment, la collection a été présentée à Washington et à Madrid, et depuis 2019, un contrat de prêt à long terme a été signé avec la Fondation Beyeler, donc un retour en Suisse. Cet arrangement durera 10 ans et pendant cette période, aucune œuvre ne peut être vendue. Cette restriction est importante parce qu'en 2015, une peinture qui faisait partie de la collection originale Quand tu maries tu de Paul Gauguin a été vendue pour la somme de 300 millions de dollars à l'émir de Qatar. Lorsque cette peinture de Gauguin a été exposée dans le cadre d'une exposition temporaire à Washington, alors avant que l'acheteur ait pris possession de la toile, un critique a fait une remarque pertinente et je cite « Le public est indifférent à la provenance et lorsqu'il a vécu avec une œuvre d'art pendant quelques années, il sent à juste titre que cette œuvre fait partie des biens publics.
Elle est, elle l'est, ou devrait l'être. Mais le prix astronomique de l'art aujourd'hui crée une tension entre les musées et les familles des collectionneurs d'origine qui ont rendu ces œuvres accessibles. Ce qui est important dans ces exemples est le rapprochement croissant entre le musée et le marché. Les institutions publiques qui ont l'apparence de stabilité et qui sont censées créer un paysage culturel de longue durée sont en effet des théâtres fragiles qui sont à la merci des intérêts et des besoins financiers privés. Cela me mène au danger du clientélisme et à l'érosion de la confiance publique dans les institutions culturelles. Dans une étude publiée en 2018, Sébastien Montabonnel et Dina Vive étudient les effets de la diminution de fonds publics alloués aux institutions culturelles en Europe, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À leur avis, la publicité accordée aux œuvres d'art qui ont beaucoup de valeur sur le marché donne à ces œuvres une nouvelle importance. Ils poursuivent. Le résultat est que l'art réussit sur le plan commercial. L'art qui réussit sur le plan commercial devient de plus en plus la norme dans les musées privés et publics, ce qui favorise un rapprochement toujours plus étroit entre la qualité et la valeur financière. Pour attester de cette situation, on pourrait signaler des rétrospectives organisées par des musées publics sur les artistes les plus rentables, parmi lesquels Damien Hirst, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Gerhard Richter. Plus inquiétant, cependant, est le prêt provisoire d'une œuvre d'art au musée et la vente précipitée de cette même œuvre par le collectionneur après la fermeture de l'exposition. L'écrivain Georgina Adam a attiré l'attention sur la vente de la peinture Nu couché d'Amedeo Modigliani, qui faisait partie d'une exposition à Tate Modern en 2018. Un collectionneur, le propriétaire de chevaux de course, l'Irlandais John Magnier, avait prêté l'œuvre au musée pour l'exposition et l'a vendue environ 6 semaines plus tard chez Sotheby's. Le Tate Modern, une institution publique, a donc servi de salle d'exposition pour la vente et l'œuvre elle-même a profité de la validation du musée. Adams cite d'autres exemples de ce phénomène, y compris la vente précipitée d'une œuvre de David Hockney qui était présentée au Tate Britain et d'une peinture de Jasper Johns exposée à l'Académie royale de Londres et au Broad de Los Angeles. Cette tendance est plus aiguë dans le domaine des institutions privées qui souvent ne cachent pas leurs intérêts commerciaux. Et je citerai juste un exemple. L'exposition de Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable, aux 2 musées de François Pinault lors de la Biennale de Venise en 2015. Occupant les salles d'exposition de la Punta della Dogana et le Palazzo Grassi, cette exposition était composée d'œuvres créées en multiples exemplaires et qui étaient à vendre. Selon le New York Times, les galeristes Gagosian et Hauser & Wirth avaient organisé une tournée de présentation avant l'ouverture de l'exposition pour montrer des œuvres aux collectionneurs. Pinault a nié l'idée qu'il utilisait ces musées dans des buts commerciaux en disant tout simplement qu'il montrait des œuvres qui lui plaisaient. Mais des catalogues luxueux, les tarifs d'entrée et bien sûr les prix des œuvres elles-mêmes ont néanmoins aidé à donner à ces espaces l'impression d'un marché plutôt qu'un musée. Quelles sont alors les conséquences de ces développements pour notre conception du musée? Ou, pour dire des choses plus directement, à quoi sert le musée dans nos sociétés contemporaines? Est-ce qu'il reste une institution qui conserve le patrimoine pour le bien public à perpétuité? Ou est-ce qu'il est devenu tout simplement un milieu social pour des clients riches, c'est-à-dire une nouvelle salle de vente? David Joslet, professeur en histoire de l'art à Harvard, offre un point de vue assez sombre dans son livre After Art de 2013, dans lequel il soutient l'idée que l'art est devenu une devise internationale créée pour changer de main facilement par-delà des frontières. Selon Joslet, cette tendance produit des résultats particuliers pour les musées. Et je cite,
Les musées nouveaux qui sont créés pour des villes autour du monde par les architectes phares comme Frank Gehry, Renzo Piano, Jacques Herzog et Pierre de Meuron fonctionnent comme les banques centrales du monde artistique. Cette logique mène à un problème connexe pour nos institutions publiques, le clientélisme. Beaucoup de collectionneurs privés figurent dans les conseils d'administration des musées et en même temps font des dons ou des prêts aux institutions qu'ils aident à gérer. Quelles sont les conséquences de cette tendance pour la responsabilité de ces institutions envers le public? Selon l'écrivain Don Thompson, il faut d'abord évaluer honnêtement la composition de la vraie clientèle des musées contemporains. Et je cite, pour les musées, les clients les plus importants ne sont pas les visiteurs potentiels. Ils sont plutôt les donateurs, dans le même sens que les clients importants pour les journaux ne sont pas les lecteurs, mais des publicitaires. Comme chaque étudiant en école de commerce l'apprend, pour comprendre le marché d'une entreprise, on demande quel est le business model, d'où vient l'argent, le fournisseur de revenus et le client. Dans ce contexte, Chris Dercon, l'ancien directeur du Tate Modern, a remarqué en 2016 que l'indépendance des équipes de conservation s'était progressivement effondrée à cause de la nécessité de faire plaisir aux collectionneurs privés qui veulent exposer les œuvres dans les musées. Dans la même année, Christine Ruiz, journaliste chez The Art Newspaper, a noté une tendance chez les conservateurs des institutions publiques de fournir leurs expertises lors des expositions organisées par les collectionneurs privés. Elle cite la participation de Frances Morris, directrice du Tate Modern, à une exposition de la collection Georges Economou à Athènes en 2017. En 2016, cette galerie privée a consacré une exposition à l'art minimaliste qui a été organisée par un autre conservateur du Tate Modern, Mark Godfrey. Et entre 2018 et 2019, le Tate Modern a réalisé une exposition Magic Realism, Art in Weimar, Germany, 1919 to 1933, avec des œuvres tirées de la collection Economou. Ce qui rend cette histoire plus compliquée est le fait que Georges Economou soit aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Tate. Il a fait des dons au musée, des dons financiers, et une salle du Blavatnik Building de Tate Modern porte son nom. L'imbrication du privé et du public ne peut pas être plus claire. Je signale un dernier exemple de cette proximité des deux sphères, notamment la tendance croissante des conservateurs à passer des musées publics aux institutions privées. On peut citer le départ de Mark Beasley du musée Hirshhorn à la Pace Gallery, Kira Misma, qui s'est retournée à la galerie Forsblom après avoir travaillé comme conservatrice au Kunsthalle Helsinki, et Chris Dercon lui-même se trouve maintenant dans le secteur privé comme membre du conseil d'administration de Lafayette Anticipation, la fondation d'art contemporain des galeries Lafayette. Dans ces cas, le secteur privé bénéficie de l'expertise que les individus ont développée dans le monde des institutions publiques, mais il jouit également du cachet muséal que portent ces anciens conservateurs. John Elderfield, qu'on voit ici avec Larry Gagosian, John Elderfield, conservateur au Musée d'art moderne à New York, avant de se déplacer chez Gagosian, est réputé pour créer des expositions dans un style muséal pour la galerie, prêtant à l'entreprise le cachet culturel d'un musée de grande renommée. Alors, je viens d'esquisser divers problèmes qui résultent de l'entrecroisement des intérêts privés et publics dans le monde de l'art, mais pour conclure, je voudrais aborder brièvement des solutions possibles. Dans la trajectoire que je viens de décrire, il est légitime de se demander s'il existe un déficit démocratique dans nos paysages culturels. Est-ce que les grands publics, et pas seulement des individus qui jouent des rôles prééminents dans les secteurs commerciaux, peuvent faire entendre leur voix dans les débats culturels et dans la gestion ou la programmation des musées publics? Il y a eu récemment des exemples de l'exercice du pouvoir de la part des publics sous diverses formes d'activisme. En Grande-Bretagne, par exemple,
On peut citer des protestations contre la représentation de la famille Sackler au conseil d'administration du musée Victoria and Albert, contre les activités de parrainage d'entreprises de la part de British Petroleum chez la National Portrait Gallery et les musées Tate, et contre le soutien du Turner Prize en 2019 par la compagnie Stagecoach, dont le PDG est réputé avoir tenu des propos homophobes. Aux États-Unis, le milliardaire et collectionneur Leon Black, président du conseil d'administration du MoMA, a récemment démissionné à cause de ses liens avec Jeffrey Epstein. Plus de 150 artistes ont demandé l'expulsion du collectionneur et certains d'eux ont signalé leur intention d'arrêter leur collaboration avec le MoMA en cas d'inaction. Dans tous ces exemples, les musées ont fait des changements de gestion et de soutien financier en réponse au public et aux artistes. Si l'une des missions d'un musée est de représenter des intérêts de communautés diverses à long terme, il faut que nos institutions publiques restent indépendantes du pouvoir privé et surtout que le recours à la philanthropie toxique soit réduit. Mais comment atteindre ce but? Au premier plan, il est possible de démocratiser la gestion des musées. Je pense par exemple aux tentatives des musées Reina Sofia à Madrid et au musée Van Abbe à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ces deux institutions ont fait des expériences pour mieux représenter les communautés dans la programmation et la direction de l'institution. C'est une tentative qui rompt avec l'idée qu'on doit être une personnalité influente pour contribuer aux décisions stratégiques dans le domaine culturel. Deuxième possibilité, dans le contexte de l'art contemporain, les musées peuvent se tourner vers les œuvres de milieu de gamme. Il est facile pour les institutions comme pour les publics de se laisser séduire par les artistes célèbres. Mais si l'on avait l'audace de se tourner également vers des artistes qui ne sont pas les stars de l'art contemporain et qui ne se trouvent pas dans la plupart des collections privées, est-ce qu'on pourrait relâcher les liens de plus en plus étroits entre le marché et le musée? Cela offrirait certainement plus d'opportunités aux individus créatifs qui, pour la plupart, n'ont presque aucune possibilité de gagner leur vie comme artistes. En plus, on aurait la possibilité de diversifier des collections afin qu'on ne soit pas toujours confronté à une œuvre de Warhol, Koons ou Richter à chaque tournant. Troisième option, même si une institution a besoin du soutien des fonds privés, qu'elle doit envisager des prêts ou qu'elle hérite d'une collection qui dérive de l'argent privé, l'œil critique du conservateur reste crucial. Même si l'on veut témoigner de plus de transparence dans la gestion de l'institution ou stimuler plus de diversité dans la programmation, les experts ont un rôle actif à jouer pourvu que ces individus puissent garder leur indépendance. Alors, les enjeux sont élevés. Ils portent non seulement sur la création de cadres épistémiques de l'art, mais également sur l'avenir de la créativité elle-même. Pour que les publics aient confiance en leurs institutions publiques et pour que les artistes divers aient la moindre possibilité d'une carrière, il nous incombe d'analyser les réseaux économiques et sociaux qui soutiennent l'extension du pouvoir privé dans les institutions publiques. Et il faut rester également attentif aux pressions financières et politiques qui s'exercent sur les institutions culturelles. Donc, je remercie les organisateurs de cette journée d'études pour leur perspicacité dans le choix de notre thème. Dans le cadre d'une exposition qui s'interroge en partie le rapport entre un artiste et un collectionneur, un regard objectif sur les implications plus vastes d'une telle relation a des répercussions sur notre interprétation de l'exposition. Plus important encore, cette constellation d'idées ouvre sur des questions qui informent la sphère publique de l'art et je serai donc très heureuse d'écouter des interventions suivantes qui vont se pencher sur une variété de cas tirés de plusieurs pays et de différentes époques. Je vous remercie et je passe la main à Alice. Merci.